Pourquoi, malgré un travail acharné, une planification minutieuse de vos dépenses et un effort pour maintenir un équilibre financier, avez-vous l'impression que l'argent s'évapore avant la fin du mois? Pourquoi certaines personnes semblent accumuler de la richesse avec une facilité enviable, tandis que d'autres, y compris beaucoup en France, luttent pour couvrir leurs besoins de base? La réponse ne réside pas toujours dans les revenus, mais dans la manière dont nous gérons chaque euro qui passe entre nos mains. Inspiré par la philosophie pragmatique et austère de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, cette vidéo vous guidera à travers une analyse détaillée de 7 pièges financiers courants qui, sans que vous vous en rendiez compte, pourraient saboter votre stabilité économique. Chaque euro que vous dépensez est une opportunité pour renforcer votre avenir ou, au contraire, pour le perdre dans quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Cette vidéo ne se contentera pas de pointer ces pièges, mais vous fournira également des stratégies pratiques pour les éviter. Préparez-vous à remettre en question vos décisions quotidiennes, des achats au supermarché aux petites indulgences dans les magasins, et découvrez comment de petits changements peuvent transformer votre relation avec l'argent. 1. Les achats en gros qui finissent à la poubelle. En France, les grandes surfaces comme Carrefour, Intermarché, Auchan et Leclerc ont fait des achats en gros une pratique profondément ancrée. Les promotions comme 3 pour 2, deuxième unité à 50%, ou les packs familiaux à des prix attractifs sont conçus pour capter votre attention et vous donner l'impression de prendre une décision astucieuse. À première vue, la logique est convaincante. Payer moins par unité, réduire les trajets au supermarché et s'assurer d'avoir des provisions pour des semaines, voire des mois. Dans un pays où le temps est une ressource précieuse, surtout dans des villes comme Paris, où les agendas sont chargés et les distances peuvent être un défi, cette stratégie semble idéale. Cependant, ce qui semble être une économie peut se transformer en une perte significative si cela n'est pas géré avec soin et planification. Prenons le cas de Sophie, une mère de 2 enfants vivant dans un appartement en périphérie de Lyon. Lors d'une visite à Auchan, elle voit une offre de 48 yaourts nature pour 12 €, un prix bien inférieur à celui des packs individuels. Pensant au goûter de ses enfants, elle décide de profiter de la promotion, convaincue que cela lui fera économiser de l'argent et du temps. Cependant, son réfrigérateur, typique d'un foyer urbain français, a une capacité limitée et les yaourts finissent entassés dans un coin, derrière d'autres produits. Quelques semaines plus tard, lors d'un nettoyage, Sophie découvre que 20 yaourts ont dépassé leur date de péremption. Ce qui semblait être une économie de 8 € se transforme en une perte de 6 €, sans compter l'espace occupé et l'effort gaspillé. Ce scénario est courant dans des milliers de foyers français, des étudiants dans des résidences universitaires à Toulouse, aux familles nombreuses à Lille. Le problème ne se limite pas aux aliments périssables comme les yaourts, les fromages, les charcuteries ou les fruits frais. Même les produits non alimentaires, comme les détergents, les shampoings, les crèmes hydratantes ou les produits de nettoyage, ont des dates de péremption que de nombreux consommateurs ignorent. En France, où les appartements ont souvent des cuisines compactes et des garde-manger exigus, surtout dans des villes denses comme Paris ou Marseille, un stockage inadéquat aggrave le problème. Les produits s'accumulent sur des étagères encombrées, sont oubliés au fond d'un placard ou se détériorent à cause d'une mauvaise rotation, ce qui entraîne un gaspillage qui affecte à la fois le budget familial et l'environnement. Selon un rapport récent, les foyers français jettent entre 20 et 30 kilos de nourriture par personne chaque année, en grande partie à cause d'achats excessifs motivés par des promotions irrésistibles. Ce gaspillage n'affecte pas seulement votre portefeuille, mais contredit également les valeurs de durabilité que la France promeut activement, avec des lois comme celle de 2016 qui obligent les supermarchés à donner les aliments invendus. La philosophie de Warren Buffett offre une leçon puissante pour aborder ce piège. Malgré sa richesse, Buffett est connu pour son austérité et son approche disciplinée des dépenses. Il vit dans la même maison modeste depuis plus de 60 ans, conduit une voiture simple et prend son petit déjeuner chez McDonald's avec un budget fixe.
Pourquoi, malgré un travail acharné, une planification minutieuse de vos dépenses et un effort pour maintenir un équilibre financier, avez-vous l'impression que l'argent s'évapore avant la fin du mois? Pourquoi certaines personnes semblent accumuler de la richesse avec une facilité enviable, tandis que d'autres, y compris beaucoup en France, luttent pour couvrir leurs besoins de base? La réponse ne réside pas toujours dans les revenus, mais dans la manière dont nous gérons chaque euro qui passe entre nos mains. Inspiré par la philosophie pragmatique et austère de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, cette vidéo vous guidera à travers une analyse détaillée de 7 pièges financiers courants qui, sans que vous vous en rendiez compte, pourraient saboter votre stabilité économique. Chaque euro que vous dépensez est une opportunité pour renforcer votre avenir ou, au contraire, pour le perdre dans quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Cette vidéo ne se contentera pas de pointer ces pièges, mais vous fournira également des stratégies pratiques pour les éviter. Préparez-vous à remettre en question vos décisions quotidiennes, des achats au supermarché aux petites indulgences dans les magasins, et découvrez comment de petits changements peuvent transformer votre relation avec l'argent. 1. Les achats en gros qui finissent à la poubelle. En France, les grandes surfaces comme Carrefour, Intermarché, Auchan et Leclerc ont fait des achats en gros une pratique profondément ancrée. Les promotions comme 3 pour 2, deuxième unité à 50%, ou les packs familiaux à des prix attractifs sont conçus pour capter votre attention et vous donner l'impression de prendre une décision astucieuse. À première vue, la logique est convaincante. Payer moins par unité, réduire les trajets au supermarché et s'assurer d'avoir des provisions pour des semaines, voire des mois. Dans un pays où le temps est une ressource précieuse, surtout dans des villes comme Paris, où les agendas sont chargés et les distances peuvent être un défi, cette stratégie semble idéale. Cependant, ce qui semble être une économie peut se transformer en une perte significative si cela n'est pas géré avec soin et planification. Prenons le cas de Sophie, une mère de 2 enfants vivant dans un appartement en périphérie de Lyon. Lors d'une visite à Auchan, elle voit une offre de 48 yaourts nature pour 12 €, un prix bien inférieur à celui des packs individuels. Pensant au goûter de ses enfants, elle décide de profiter de la promotion, convaincue que cela lui fera économiser de l'argent et du temps. Cependant, son réfrigérateur, typique d'un foyer urbain français, a une capacité limitée et les yaourts finissent entassés dans un coin, derrière d'autres produits. Quelques semaines plus tard, lors d'un nettoyage, Sophie découvre que 20 yaourts ont dépassé leur date de péremption. Ce qui semblait être une économie de 8 € se transforme en une perte de 6 €, sans compter l'espace occupé et l'effort gaspillé. Ce scénario est courant dans des milliers de foyers français, des étudiants dans des résidences universitaires à Toulouse, aux familles nombreuses à Lille. Le problème ne se limite pas aux aliments périssables comme les yaourts, les fromages, les charcuteries ou les fruits frais. Même les produits non alimentaires, comme les détergents, les shampoings, les crèmes hydratantes ou les produits de nettoyage, ont des dates de péremption que de nombreux consommateurs ignorent. En France, où les appartements ont souvent des cuisines compactes et des garde-manger exigus, surtout dans des villes denses comme Paris ou Marseille, un stockage inadéquat aggrave le problème. Les produits s'accumulent sur des étagères encombrées, sont oubliés au fond d'un placard ou se détériorent à cause d'une mauvaise rotation, ce qui entraîne un gaspillage qui affecte à la fois le budget familial et l'environnement. Selon un rapport récent, les foyers français jettent entre 20 et 30 kilos de nourriture par personne chaque année, en grande partie à cause d'achats excessifs motivés par des promotions irrésistibles. Ce gaspillage n'affecte pas seulement votre portefeuille, mais contredit également les valeurs de durabilité que la France promeut activement, avec des lois comme celle de 2016 qui obligent les supermarchés à donner les aliments invendus. La philosophie de Warren Buffett offre une leçon puissante pour aborder ce piège. Malgré sa richesse, Buffett est connu pour son austérité et son approche disciplinée des dépenses. Il vit dans la même maison modeste depuis plus de 60 ans, conduit une voiture simple et prend son petit déjeuner chez McDonald's avec un budget fixe.
Pourquoi, malgré un travail acharné, une planification minutieuse de vos dépenses et un effort pour maintenir un équilibre financier, avez-vous l'impression que l'argent s'évapore avant la fin du mois? Pourquoi certaines personnes semblent accumuler de la richesse avec une facilité enviable, tandis que d'autres, y compris beaucoup en France, luttent pour couvrir leurs besoins de base? La réponse ne réside pas toujours dans les revenus, mais dans la manière dont nous gérons chaque euro qui passe entre nos mains. Inspiré par la philosophie pragmatique et austère de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, cette vidéo vous guidera à travers une analyse détaillée de 7 pièges financiers courants qui, sans que vous vous en rendiez compte, pourraient saboter votre stabilité économique. Chaque euro que vous dépensez est une opportunité pour renforcer votre avenir ou, au contraire, pour le perdre dans quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Cette vidéo ne se contentera pas de pointer ces pièges, mais vous fournira également des stratégies pratiques pour les éviter. Préparez-vous à remettre en question vos décisions quotidiennes, des achats au supermarché aux petites indulgences dans les magasins, et découvrez comment de petits changements peuvent transformer votre relation avec l'argent. 1. Les achats en gros qui finissent à la poubelle. En France, les grandes surfaces comme Carrefour, Intermarché, Auchan et Leclerc ont fait des achats en gros une pratique profondément ancrée. Les promotions comme 3 pour 2, deuxième unité à 50%, ou les packs familiaux à des prix attractifs sont conçus pour capter votre attention et vous donner l'impression de prendre une décision astucieuse. À première vue, la logique est convaincante. Payer moins par unité, réduire les trajets au supermarché et s'assurer d'avoir des provisions pour des semaines, voire des mois. Dans un pays où le temps est une ressource précieuse, surtout dans des villes comme Paris, où les agendas sont chargés et les distances peuvent être un défi, cette stratégie semble idéale. Cependant, ce qui semble être une économie peut se transformer en une perte significative si cela n'est pas géré avec soin et planification. Prenons le cas de Sophie, une mère de 2 enfants vivant dans un appartement en périphérie de Lyon. Lors d'une visite à Auchan, elle voit une offre de 48 yaourts nature pour 12 €, un prix bien inférieur à celui des packs individuels. Pensant au goûter de ses enfants, elle décide de profiter de la promotion, convaincue que cela lui fera économiser de l'argent et du temps. Cependant, son réfrigérateur, typique d'un foyer urbain français, a une capacité limitée et les yaourts finissent entassés dans un coin, derrière d'autres produits. Quelques semaines plus tard, lors d'un nettoyage, Sophie découvre que 20 yaourts ont dépassé leur date de péremption. Ce qui semblait être une économie de 8 € se transforme en une perte de 6 €, sans compter l'espace occupé et l'effort gaspillé. Ce scénario est courant dans des milliers de foyers français, des étudiants dans des résidences universitaires à Toulouse, aux familles nombreuses à Lille. Le problème ne se limite pas aux aliments périssables comme les yaourts, les fromages, les charcuteries ou les fruits frais. Même les produits non alimentaires, comme les détergents, les shampoings, les crèmes hydratantes ou les produits de nettoyage, ont des dates de péremption que de nombreux consommateurs ignorent. En France, où les appartements ont souvent des cuisines compactes et des garde-manger exigus, surtout dans des villes denses comme Paris ou Marseille, un stockage inadéquat aggrave le problème. Les produits s'accumulent sur des étagères encombrées, sont oubliés au fond d'un placard ou se détériorent à cause d'une mauvaise rotation, ce qui entraîne un gaspillage qui affecte à la fois le budget familial et l'environnement. Selon un rapport récent, les foyers français jettent entre 20 et 30 kilos de nourriture par personne chaque année, en grande partie à cause d'achats excessifs motivés par des promotions irrésistibles. Ce gaspillage n'affecte pas seulement votre portefeuille, mais contredit également les valeurs de durabilité que la France promeut activement, avec des lois comme celle de 2016 qui obligent les supermarchés à donner les aliments invendus. La philosophie de Warren Buffett offre une leçon puissante pour aborder ce piège. Malgré sa richesse, Buffett est connu pour son austérité et son approche disciplinée des dépenses. Il vit dans la même maison modeste depuis plus de 60 ans, conduit une voiture simple et prend son petit déjeuner chez McDonald's avec un budget fixe.
Lorsqu'on lui a posé une question sur les achats en gros, Buffett a répondu avec une clarté percutante: « Je n'achète pas quelque chose juste parce que c'est bon marché. Je l'achète seulement si je suis sûr de l'utiliser avant qu'il ne perde sa valeur. » Ce principe, appliqué au contexte français, implique de résister à la tentation des étiquettes rouges avec prix imbattable ou offre exceptionnelle, et de privilégier la planification à l'impulsion. Pour éviter de tomber dans ce piège, adoptez une approche stratégique adaptée au style de vie français. D'abord, évaluez l'espace de stockage disponible dans votre maison. Dans un appartement parisien de 30 mètres carrés, acheter 10 kilos de riz ou 50 rouleaux de papier toilette peut sembler économique, mais si vous n'avez pas de place pour les stocker, ils finiront par encombrer un espace précieux ou se détériorer. Ensuite, vérifiez les dates de péremption avant d'acheter et calculez si votre rythme de consommation est réaliste. Par exemple, si votre famille consomme 4 yaourts par semaine, un pack de 24 peut être excessif, même avec une réduction. Troisièmement, faites une liste d'achats hebdomadaires basée sur vos besoins réels et vérifiez votre inventaire avant d'aller au supermarché. Organisez votre garde-manger et votre réfrigérateur pour consommer d'abord les produits les plus anciens en les faisant pivoter de manière systématique. De plus, considérez l'impact plus large du gaspillage. En France, la conscience environnementale est un pilier culturel, et jeter de la nourriture ou des produits non consommés contribue à un problème mondial. Adoptez des habitudes d'achat conscientes, comme acheter uniquement ce dont vous avez besoin et tirer le meilleur parti de ce que vous avez, protège non seulement votre budget, mais aligne également vos actions sur les valeurs de responsabilité environnementale. Par exemple, si vous achetez des fruits frais en gros dans un marché local, planifiez vos repas hebdomadaires pour les utiliser avant qu'ils ne se gâtent, ou congelez ce que vous ne pouvez pas consommer à temps. Cette approche économise non seulement de l'argent, mais renforce également votre engagement envers un mode de vie durable. Une autre stratégie consiste à profiter des options d'achat en vrac sans emballage, disponibles dans des magasins comme Biocoop ou Day by Day, où vous pouvez acheter exactement la quantité dont vous avez besoin, des céréales au détergent. Cela est particulièrement utile dans des villes comme Grenoble ou Strasbourg, où les magasins de produits en vrac gagnent en popularité. En achetant uniquement le nécessaire, vous réduisez le risque de gaspillage et gardez votre garde-manger organisé. Comme le dirait Buffett, chaque euro dépensé doit être un investissement, pas une perte déguisée en offre. En appliquant cette logique, vous transformez les achats en gros d'un piège potentiel en un outil d'économie réelle. 2. Les achats impulsifs dans les magasins. Les rues commerçantes de France, de l'élégante avenue des Champs-Élysées à Paris à la dynamique rue Sainte-Catherine à Bordeaux, sont un paradis pour les achats, mais aussi un champ de mine pour votre budget. Entrez dans un magasin comme Monoprix, Zara ou Fnac avec l'intention d'acheter quelque chose de spécifique, une baguette, une paire de jeans, un livre, et en sortir avec un sac rempli d'articles non planifiés est une expérience qui transcende les classes sociales, les âges et les styles de vie. Ces achats impulsifs, motivés par un design commercial minutieusement calculé, représentent l'une des plus grandes fuites d'argent dans la vie quotidienne, et leur impact cumulé peut être dévastateur pour vos finances. Imaginons Julien, un jeune professionnel à Nantes qui entre dans un Monoprix pour acheter une bouteille d'eau avant une réunion. En parcourant les allées, il voit un présentoir avec des écouteurs sans fil à 40% de réduction. C'est une affaire, pense-t-il, et il les ajoute à son panier. Ensuite, près de la caisse, une bougie parfumée au design élégant et à l'arôme de lavande attire son attention. « Parfait pour mon appartement », se dit-il, et il l'achète. Au final, il dépense 60 € au lieu des 2 € prévus. Des mois plus tard, les écouteurs sont rangés dans un tiroir parce qu'il en avait déjà une paire similaire, et la bougie reste inutilisée, accumulant la poussière sur une étagère. Ce schéma, répété par petites doses tout au long de l'année, peut représenter des centaines, voire des milliers d'euros, de l'argent qui pourrait être consacré à des économies, à l'éducation ou à des expériences significatives.
Les magasins sont conçus pour séduire, et ce n'est pas un hasard. De la musique douce qui crée une ambiance relaxante à l'éclairage chaleureux qui met en valeur les produits, tout est pensé pour activer vos émotions et désactiver votre raison. Les produits placés stratégiquement près des caisses, chocolat, magazines, petits accessoires, sont là pour profiter du moment où vous êtes sur le point de payer, lorsque votre résistance est la plus faible. En France, les périodes de soldes, connues sous le nom de soldes d'hiver et soldes d'été, amplifient ce phénomène. Les grands magasins comme Galeries Lafayette, Printemps ou Le Bon Marché, et même les boutiques locales, inondent leurs vitrines de panneaux annonçant liquidation totale, prix cassé ou dernier jour, créant un sentiment d'urgence qui joue sur la peur de rater une opportunité. Cependant, une réduction ne transforme pas automatiquement un produit en nécessité. Acheter quelque chose uniquement parce qu'il est en solde, sans évaluer son utilité réelle, est une erreur financière qui se paie avec le temps. Warren Buffett offre un antidote puissant contre ce piège. Sa célèbre phrase « Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre des choses dont vous avez besoin » est un rappel que les dépenses impulsives ont des conséquences à long terme. Buffett, malgré son immense richesse, vit avec une frugalité qui surprend. Il utilise la même voiture pendant des années, évite les gadgets inutiles et privilégie toujours la valeur réelle à la gratification momentanée. Dans un pays comme la France, où la consommation fait partie de l'identité culturelle, cette mentalité est particulièrement pertinente. Buffett ne se laisse pas emporter par la tentation des offres, ni par le désir d'impressionner les autres. Son approche est de dépenser avec intention, en évaluant chaque décision comme s'il s'agissait d'un investissement. Pour protéger votre portefeuille, mettez en place des stratégies pratiques adaptées au contexte français. D'abord, ayez toujours une liste d'achats, même pour les magasins non alimentaires. Cette liste, que vous pouvez noter sur votre téléphone ou dans un carnet, agit comme une boussole, vous gardant concentré sur vos priorités. Par exemple, si vous entrez dans une Fnac pour acheter un livre précis, notez le titre et évitez de parcourir les allées d'électronique ou de décoration. Ensuite, adoptez la règle des 48 heures. Si quelque chose vous tente, attendez 2 jours avant de décider. Dans de nombreux cas, l'impulsion disparaît lorsque vous vous éloignez de l'environnement du magasin, où la musique, les couleurs et les affiches sont conçues pour manipuler vos émotions. Troisièmement, établissez un budget mensuel pour les dépenses non essentielles, comme les vêtements, les accessoires ou la décoration. Par exemple, si vous décidez de dépenser 50 € par mois pour des extras, respectez cette limite, même pendant les soldes d'hiver aux Galeries Lafayette. De plus, réfléchissez au coût psychologique des achats impulsifs. Ces décisions génèrent une brève sensation de satisfaction, alimentée par la dopamine que libère votre cerveau en acquérant quelque chose de nouveau. Cependant, cette euphorie cède souvent la place à la culpabilité ou à la frustration lorsque vous réalisez que vous n'aviez pas besoin du produit ou que vous ne pouvez pas vous permettre la dépense. En revanche, dépenser dans quelque chose qui améliore réellement votre vie, comme un cours de langue, une expérience culinaire dans un bistrot local ou un fonds d'urgence, renforce votre confiance et votre bien-être. Avant de passer en caisse, posez-vous 3 questions. Cet article figure-t-il sur ma liste initiale? En ai-je besoin ou le veux-je juste maintenant? Cela me semblera-t-il toujours important dans quelques jours? Ces questions, inspirées de la logique de Buffett, vous aideront à prendre des décisions conscientes, pas automatiques. En France, où les politiques de retour sont flexibles, vous pourriez penser que retourner un produit impulsif est une solution. Cependant, le processus de retour demande du temps et de l'effort. Faire la queue, expliquer la raison, attendre le remboursement. Souvent, les produits finissent oubliés dans un tiroir ou sur une étagère, accumulant la poussière tandis que votre budget souffre. Pour éviter ce cycle, cultivez l'habitude de consommer avec un but. Par exemple, si vous avez besoin d'une nouvelle paire de chaussures, renseignez-vous sur les options dans des magasins comme Eram ou sur des plateformes en ligne comme Sarenza, en comparant la qualité et le prix avant de décider.
Cette approche économise non seulement de l'argent, mais vous donne également le contrôle sur vos décisions, une compétence qui se transpose à d'autres aspects de la vie. 3. Lunettes de marque de luxe. En France, les lunettes de soleil et de vue de marques prestigieuses comme Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban ou Cartier ne sont pas simplement un accessoire fonctionnel. Elles sont un emblème de style, de statut social et d'appartenance à un cercle exclusif qui reflète la sophistication de la culture française. Se promener dans les élégantes rues de Nice, avec leurs boutiques face à la Méditerranée, dans les boulevards glamour de Cannes pendant le festival du film, ou dans le bohème Marais à Paris, où les vitrines des opticiens de luxe exposent des lunettes dont le prix oscille entre 300 et 1500 euros, est une expérience qui fait partie du paysage urbain. Pour beaucoup de Français, investir dans des lunettes de marque est plus qu'un achat. C'est une déclaration d'identité, un symbole de qualité supérieure, de durabilité et de prestige, dans un pays où le style personnel est considéré comme un art et une extension de la personnalité. Cependant, lorsqu'on analyse cela d'un point de vue financier, une question inévitable surgit. Ces lunettes valent-elles vraiment leur prix élevé? Dans la grande majorité des cas, la réponse est un non catégorique, et comprendre pourquoi peut vous épargner des centaines d'euros tout en conservant la qualité et le style que vous recherchez. Le marché mondial des lunettes est dominé par Essilor-Luxottica, une entreprise franco-italienne qui contrôle la production de verres et de montures pour une large gamme de marques, des plus exclusives aux plus accessibles. Ce monopole signifie que des lunettes Chanel à 600 euros, avec leur logo distinctif et leur emballage sophistiqué, partagent souvent les mêmes matériaux, standards de qualité et technologies de protection que des lunettes à 70 euros achetées dans une optique indépendante ou dans une chaîne comme Chris ou Afflelou. Par exemple, les lunettes de luxe, comme les options plus économiques, incluent généralement des filtres UV 400 qui bloquent 100% des rayons ultraviolets, des verres polarisés pour réduire l'éblouissement ou des traitements anti-reflets pour améliorer la vision. La principale différence ne réside pas dans la fonctionnalité, mais dans le branding. Vous payez pour le prestige du logo, la narration d'exclusivité créée par les campagnes de marketing et la perception d'appartenir à un statut élevé, pas pour un produit intrinsèquement supérieur. Dans des optiques comme Lunettes pour tous, vous pouvez trouver des lunettes de soleil polarisées, avec des montures résistantes et des designs modernes pour moins de 100 euros, offrant la même protection et le même confort qu'un modèle haut de gamme. Des plateformes en ligne comme Paulette, Sensi ou Jimmy Fairly vont encore plus loin avec des options élégantes et certifiées à partir de 30 euros, démocratisant l'accès à des lunettes de qualité sans le surcoût de la marque. Prenons le cas d'Élise, une professionnelle de 32 ans vivant à Bordeaux et travaillant dans le secteur du vin. Pendant les soldes d'été, elle entre dans une boutique de luxe sur la rue Sainte-Catherine et achète des lunettes de soleil Dior pour 500 euros, convaincue qu'il s'agit d'un investissement dans la qualité et d'un complément parfait à son image professionnelle. 6 mois plus tard, lors d'un voyage en train à Toulouse pour une dégustation de vin, les lunettes glissent de son sac et elle les perd à la gare. L'impact financier est dévastateur. 500 euros perdus en un instant, une somme qui aurait pu couvrir un cours avancé de dégustation, une escapade d'un week-end à Arcachon, ou même une contribution significative à son fonds d'épargne. Si Élise avait opté pour des lunettes à 50 euros avec les mêmes caractéristiques, protection UV 400, polarisation et une monture résistante, la perte aurait été beaucoup moins douloureuse. Cet exemple illustre un problème courant. La perception que les lunettes de marque sont meilleures pousse beaucoup à dépenser plus que nécessaire, prenant des risques financiers qui pourraient être évités avec un choix plus éclairé. De plus, l'industrie de la mode exacerbe ce piège en promouvant des tendances qui changent rapidement. Les lunettes qui sont aujourd'hui l'incarnation du style, peut-être des montures oversize de Gucci ou des verres ronds de Chanel, peuvent sembler démodées dans 1 an ou 2, incitant à de nouvelles dépenses pour rester à la mode.
En France, où les tendances font partie intégrante de l'identité culturelle, ce cycle de consommation peut être particulièrement tentant. Les campagnes publicitaires, avec des célébrités arborant des lunettes de luxe dans des magazines comme Vogue Paris ou sur les tapis rouges du Festival de Cannes, renforcent l'idée que ces marques sont essentielles pour projeter de la sophistication. Cependant, ce cycle est non seulement coûteux, mais peut aussi générer une dépendance émotionnelle à la validation externe, où votre estime de soi ou votre image publique sont liées à ce que vous portez. Cette pression est particulièrement forte dans des villes comme Paris, où l'apparence est une forme de communication sociale, et dans des environnements professionnels, où l'image peut influencer la perception de la compétence. Warren Buffett, connu pour son approche minimaliste et pragmatique, offre une leçon puissante pour contrer ce piège. Malgré une richesse de plus de 100 milliards de dollars, Buffett porte des lunettes discrètes et fonctionnelles, sans se soucier des marques, des tendances ou du besoin d'impressionner. Sa philosophie est claire et percutante. Pourquoi payer plus pour quelque chose qui remplit la même fonction? Ce principe, qu'il applique à la fois à ses investissements dans des entreprises comme Apple et à ses dépenses personnelles, est particulièrement pertinent en France, où le style est une forme d'expression culturelle profondément enracinée. Buffett ne rejette pas le plaisir d'avoir des objets beaux ou fonctionnels. Il insiste simplement sur le fait que chaque dépense doit avoir un objectif clair et une valeur tangible. Acheter des lunettes de luxe pour impressionner les autres plutôt que de les choisir pour leur utilité pratique est un exemple de dépense émotionnelle, pas rationnelle. Son approche nous invite à nous poser des questions critiques avant d'acheter. Est-ce que je paye pour la qualité ou pour un symbole? Est-ce que je veux ces lunettes pour leur fonction ou pour ce qu'elles représentent dans la perception des autres? Pour prendre des décisions plus intelligentes, adoptez une approche informée et stratégique, adaptée au contexte français. D'abord, renseignez-vous avant d'acheter. Visitez des optiques indépendantes, comme celles que l'on trouve dans les rues commerçantes de Lyon ou Marseille, ou explorez des plateformes en ligne comme Paulette, Sensi ou Mr. Specs, qui proposent des lunettes de qualité à des prix accessibles. Comparez les prix, les matériaux et les caractéristiques techniques. Vérifiez que les lunettes de soleil ont une protection UV 400 qui bloque les rayons ultraviolets nocifs et que les lunettes de vue respectent exactement les spécifications de votre ordonnance ophtalmologique. Ensuite, consultez votre opticien sur les alternatives aux marques de luxe. En France, les opticiens sont formés pour expliquer les différences entre les marques et les génériques, et beaucoup recommanderont des options plus économiques offrant la même qualité. Par exemple, une monture en titane ou en acétate résistante avec des verres de haute qualité peut coûter moins de 100 € dans des optiques comme Chris ou Grand Optical, sans sacrifier le style ni la fonctionnalité. Troisièmement, protégez votre investissement quel que soit le prix. Utilisez un étui rigide pour ranger vos lunettes et évitez de les transporter en vrac dans un sac ou une poche où elles risquent de se rayer ou de se perdre. Cette habitude, bien que simple, est particulièrement importante dans la vie urbaine française, où les déplacements en métro, train ou vélo augmentent le risque de dommages accidentels. Quatrièmement, prenez en compte la durabilité et l'intemporalité lors du choix d'une monture. Au lieu d'opter pour un design de marque suivant une tendance éphémère, choisissez une monture classique, comme une forme rectangulaire ou œil de chat, qui restera pertinente avec le temps. En France, où l'artisanat local est en plein essor, vous pouvez trouver des lunettes de qualité dans de petits ateliers ou chez des marques indépendantes, comme Lafon ou Anne et Valentin, qui proposent des designs uniques et durables sans le surcoût d'un logo de luxe. Ces marques, souvent fabriquées dans des régions comme le Jura, combinent un savoir-faire artisanal avec des prix plus raisonnables, vous permettant d'exprimer votre style sans compromettre votre budget. De plus, réfléchissez à l'impact psychologique et social de la consommation ostentatoire. Acheter des lunettes de marque peut générer une satisfaction momentanée, alimentée par la dopamine que libère votre cerveau en acquérant quelque chose associé au prestige. Cependant, cette satisfaction est généralement éphémère,
cédant la place à la pression de maintenir une image qui nécessite des dépenses récurrentes. Par exemple, si vous achetez des lunettes Gucci pour impressionner lors d'une réunion de travail, vous pourriez ressentir le besoin de les compléter avec un sac de marque ou des vêtements de créateur, entrant dans un cycle de consommation difficile à soutenir, surtout dans un pays au coût de la vie élevé comme la France. En revanche, choisir avec discernement vous offre une liberté financière et émotionnelle. Si vous dépensez 50 € pour des lunettes de qualité au lieu de 500, vous pouvez consacrer la différence à un fonds d'urgence, un voyage dans les Alpes françaises, une expérience culinaire dans un bistrot à Lyon, ou même un investissement dans votre éducation comme un cours de photographie ou de langue. Ces décisions protègent non seulement votre budget, mais renforcent également votre confiance en privilégiant ce qui compte vraiment. Si ces informations vous aident à repenser la manière dont vous gérez votre argent, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec des amis, des membres de votre famille ou des collègues qui pourraient bénéficier de ces conseils. Ensemble, nous pouvons apprendre à prendre des décisions financières plus intelligentes et construire un avenir plus solide. 4e, jouer à la loterie. En France, les jeux de hasard sont plus qu'un passe-temps. Ils font partie intégrante de la culture quotidienne, portée par la Française des Jeux, FDJ, une institution qui génère des centaines de millions d'euros chaque année. Des billets de loto vendus dans les bureaux de tabac des petits villages de Provence, aux cartes à gratter comme Millionnaire ou Cash, proposées dans les kiosques de Paris. Des millions de Français dépensent entre 2 et 10 € par semaine, dans l'espoir de réaliser un rêve qui semble à portée de main. Une vie sans soucis financiers, avec une maison sur la Côte d'Azur, des voyages exotiques ou la possibilité de quitter leur emploi. À première vue, cette dépense semble inoffensive, une petite indulgence qui mêle excitation, espoir et l'illusion d'un changement radical pour un coût minime. Cependant, derrière cette fantaisie se cache l'un des pièges financiers les plus dangereux, qui non seulement vide votre argent de manière silencieuse, mais favorise également une mentalité passive qui peut saboter votre avenir financier. Imaginons Pierre, un employé de bureau de 35 ans à Rennes, qui, chaque semaine, achète 2 billets de loto, 2,50 € chacun, et une carte à gratter de 5 € dans le bureau de tabac de son quartier. Pour Pierre, c'est un rituel, un moment d'excitation où il imagine comment il dépenserait les millions s'il gagnait. Une maison en Bretagne, une nouvelle voiture, des vacances en Corse. À la fin de l'année, il a dépensé environ 520 €, une somme qui aurait pu couvrir une réparation de voiture, un cours de programmation en ligne ou même un capital initial pour une petite entreprise. Cependant, les chances de gagner le gros lot à l'euro-million, l'un des jeux les plus populaires en France, sont de 1 sur 139 millions. Pour mettre cela en perspective, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre lors d'un orage dans la campagne normande, de trouver un trèfle à 4 feuilles dans un parc à Lyon, ou même de croiser une célébrité au Festival de Cannes. Cette dure réalité mathématique est ignorée par beaucoup, aveuglé par l'illusion d'un changement de vie instantané. La loterie n'est pas seulement un mauvais investissement d'un point de vue financier, elle a aussi un impact psychologique et culturel profond. Les publicités de la FDJ, avec des slogans comme « 100% des gagnants ont tenté leur chance » ou des images de familles heureuses célébrant leur victoire, sont conçues pour séduire vos émotions, pas votre logique. Elle présente le jeu comme une porte vers la liberté, omettant un fait crucial. Plus de 80% des joueurs réguliers ne récupèrent pas ce qu'ils investissent, et les petits gains, comme 10 ou 20 €, sont souvent réinvestis dans d'autres billets, perpétuant le cycle. Pendant ce temps, la FDJ et l'État français génèrent des revenus massifs qui financent des projets culturels aux événements sportifs comme les Jeux olympiques. En 2024, la FDJ a rapporté des revenus de plus de 2600 millions d'euros, un chiffre qui reflète l'ampleur de cette industrie, mais aussi le coût collectif pour les joueurs. Le véritable danger de la loterie n'est pas seulement l'argent perdu, mais la mentalité qu'elle encourage.
Chaque billet acheté renforce l'idée que votre avenir dépend du hasard, pas de vos actions. Cette mentalité est particulièrement nuisible dans un pays comme la France, où l'éducation financière gagne du terrain, mais doit encore rivaliser avec des habitudes culturelles profondément ancrées. Jouer à la loterie vous habitue à attendre un miracle au lieu de construire votre propre chemin vers le succès. C'est une mise passive. Vous déléguez votre bien-être à une probabilité microscopique, tout en négligeant des opportunités réelles pour améliorer votre vie, comme investir dans l'éducation, épargner pour un fonds d'urgence ou développer un projet personnel. Avec le temps, cette habitude peut éroder votre confiance en votre capacité à prendre le contrôle de vos finances, vous laissant piéger dans un cycle d'espoir vain. Warren Buffett, avec son approche rationnelle et disciplinée, offre une perspective puissante pour contrer ce piège. Buffett, connu pour sa frugalité et son rejet des risques inutiles, définit la loterie comme un impôt sur les personnes qui ne comprennent pas les mathématiques. Cette phrase ne cherche pas à ridiculiser les joueurs, mais à souligner l'importance de baser vos décisions sur des faits, pas sur des illusions. Buffett n'a pas construit sa fortune en attendant un coup de chance, mais en prenant des décisions éclairées et cohérentes pendant des décennies. Il a investi dans des entreprises aux fondamentaux solides, comme Apple, Coca-Cola et American Express, a maintenu une stratégie à long terme et a évité les risques spéculatifs. Dans sa vie personnelle, il applique la même logique. Chaque dollar, ou euro dans notre cas, dépensé doit avoir un objectif clair. Dépenser 5 euros pour un billet de loterie est, pour Buffett, comme jeter de l'argent dans un puits sans fond, en espérant qu'il revienne multiplié par un miracle. Prenons le cas de Claire, une étudiante en design à Montpellier, qui avait l'habitude de dépenser 15 euros par semaine en billets d'euros millions et cartes à gratter, attirée par les affiches brillantes dans son bureau de tabac local. Un jour, inspirée par un article sur l'éducation financière, elle a calculé combien elle dépensait par an, 780 euros. Consciente que cet argent pouvait avoir un impact réel, elle a abandonné cette habitude et a commencé à consacrer ses 15 euros hebdomadaires à un compte d'épargne sur 26. En 3 ans, elle a accumulé plus de 2300 euros, assez pour financer un cours de design graphique sur une plateforme comme Open Classrooms, ce qui lui a permis de décrocher un emploi mieux rémunéré. Cet exemple illustre comment rediriger de petites sommes de la loterie vers des objectifs tangibles peut générer un changement significatif, quelque chose que Buffett a pratiqué toute sa vie. Pour éviter ce piège, adoptez une approche pratique adaptée au contexte français. D'abord, calculez combien vous dépensez par an en jeux de hasard. Examinez vos reçus, vos relevés bancaires ou l'application de votre banque et additionnez chaque billet ou carte à gratter. Le total peut être un révélateur. Par exemple, si vous dépensez 10 euros par semaine, cela représente 520 euros par an, assez pour couvrir un voyage en train en Italie, un vélo électrique ou une réparation de voiture. Ensuite, redirigez cet argent vers quelque chose qui dépend de vous. Investissez dans votre éducation. Un cours en ligne sur Coursera, Udemy ou France Université Numérique peut coûter moins de 50 euros par mois et améliorer vos compétences professionnelles. Alternativement, créez un fonds d'urgence. Épargner 20 euros par mois vous donnera 240 euros par an, un coussin pour des imprévus comme une facture médicale ou une réparation domestique. Troisièmement, si vous appréciez l'excitation du jeu, cherchez des alternatives à faible coût. Organisez des soirées de jeux de société avec des amis dans un café de Montmartre, participez à des tirages au sort gratuits lors d'événements locaux ou explorez des activités récréatives comme des randonnées dans les vignobles de Bordeaux ou des visites dans des musées gratuits le premier dimanche du mois. De plus, réfléchissez à l'impact psychologique de la loterie. Chaque billet active le système de récompense de votre cerveau, libérant de la dopamine et générant une émotion éphémère. Cependant, cette sensation cède souvent la place à la frustration lorsque vous ne gagnez pas,
et le cycle peut devenir addictif, vous poussant à dépenser davantage dans l'espoir d'une rédemption. Briser cette habitude nécessite un changement de mentalité. Au lieu d'attendre un miracle, prenez le contrôle de votre avenir. Comme le dirait Buffett, la chance arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Investissez dans votre préparation, vos compétences, vos connaissances, votre planification, et vous créerez des opportunités bien plus réelles qu'un billet de loterie. En France, la culture du jeu est si normalisée qu'il peut être difficile de la remettre en question. Les bureaux de tabac et les supermarchés exposent les billets et les cartes à gratter à des endroits bien visibles, et les publicités de la FDJ jouent sur le rêve d'une vie meilleure. Cependant, la véritable liberté financière ne vient pas d'un coup de chance, mais de décisions cohérentes et conscientes. La prochaine fois que vous serez tenté d'acheter un billet dans un bureau de tabac à Marseille ou une carte à gratter dans un kiosque à Toulouse, faites une pause et posez-vous la question: est-ce que j'investis dans mon avenir ou dans une fantaisie? Puis-je utiliser cet argent pour quelque chose qui dépend de moi? En choisissant d'agir plutôt que d'attendre, vous suivrez l'exemple de Buffett et construirez une base solide pour votre bien-être financier. 5. Frais bancaires et charges de carte de crédit. En France, le système bancaire est l'un des plus avancés et compétitifs d'Europe, offrant une large gamme d'options allant des banques traditionnelles comme BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale aux banques numériques comme N26, Revolut et Boursorama Bank. Cependant, des millions de Français continuent de payer des frais bancaires qui, à y regarder de près, sont inutiles et facilement évitables. Ces coûts, qui incluent les frais annuels pour les cartes, les frais de tenue de compte, les pénalités pour découvert, les commissions pour les virements internationaux ou même pour retirer de l'argent dans des distributeurs d'autres banques, agissent comme une fuite silencieuse qui érode votre budget mois après mois. Ce qui rend ce piège particulièrement insidieux, c'est sa nature discrète. Les frais sont faibles, normalisés et rarement remis en question, mais leur impact cumulé peut atteindre des centaines, voire des milliers d'euros par an. Prenons le cas de Marc, un professeur de lycée à Strasbourg qui a ouvert son compte chez Société Générale lorsqu'il était étudiant à l'université. Chaque mois, il paie 7,50 € pour la tenue de son compte, 60 € par an pour une carte premium qui inclut des assurances voyage qu'il n'utilise jamais et occasionnellement 2 € pour retirer de l'argent dans un distributeur hors du réseau de sa banque. De plus, une fois par an, il paie 15 € pour un virement international à un membre de sa famille en Espagne. À la fin de l'année, ses coûts s'élèvent à 192 €, une somme qui aurait pu couvrir une escapade d'un week-end en Alsace, un abonnement annuel à une plateforme d'apprentissage en ligne comme LinkedIn Learning, ou même une réparation domestique. Pourtant, Marc ne vérifie pas ses relevés bancaires en détail, car, comme beaucoup, il suppose que c'est comme ça que fonctionnent les banques. Cette inertie, combinée à la peur du changement ou à la perception que changer de banque est compliqué, maintient des millions de Français piégés dans un cycle de dépenses inutiles. À cela s'ajoute le danger des intérêts pour paiement tardif sur les cartes de crédit, un piège encore plus coûteux. En France, les taux d'intérêt pour ne pas payer la totalité du solde d'une carte à temps peuvent dépasser 20% par an, transformant un achat en plusieurs fois en une dette qui croît de manière exponentielle. Par exemple, imaginez que vous achetez un ordinateur portable de 800 € en 6 fois, avec une carte qui applique un taux d'intérêt annuel de 18%. Si vous ne payez pas à temps, vous pourriez finir par payer plus de 950 €, une différence de 150 € que vous n'aviez pas prévue. Ce coût supplémentaire affecte non seulement votre budget, mais génère aussi du stress et de l'anxiété, surtout si la dette s'accumule avec d'autres achats impulsifs comme des vêtements pendant les soldes ou des dîners au restaurant. Dans un pays où le système bancaire offre des alternatives accessibles, payer ses frais et taux est une erreur qui peut être évitée avec un peu d'attention, de recherche et d'action. Warren Buffett, connu pour sa méticulosité financière, a une règle d'or qu'il applique tant à ses investissements qu'à sa vie quotidienne.
Chaque euro qui s'en va sans générer de valeur est un euro perdu. Malgré la gestion de milliards de dollars, Buffett prête attention aux détails, des coûts opérationnels de ses entreprises aux petites dépenses de sa vie quotidienne. Lors d'une occasion, il a déclaré que les petites erreurs répétées peuvent détruire même les fortunes les plus grandes. Cette philosophie est particulièrement pertinente pour les frais bancaires, qui sont précisément cela, de petites erreurs qui, répétées mois après mois, ont un impact significatif. Buffett ne cherche pas seulement à maximiser ses revenus, mais à minimiser les fuites inutiles, une pratique que nous pouvons tous appliquer à nos finances personnelles. En France, le marché bancaire a énormément évolué ces dernières années, offrant des options qui éliminent ou réduisent drastiquement ses coûts. Les banques numériques comme N26, Revolut, Boursorama Bank, Hello Bank et Fortuneo proposent des comptes sans frais de tenue, des cartes gratuites et des opérations internationales avec des taux de change compétitifs. Par exemple, un compte chez Revolut permet de retirer jusqu'à 200 € par mois dans des distributeurs automatiques de n'importe quel pays sans frais et de tout gérer depuis une application mobile intuitive. Même les banques traditionnelles ont commencé à proposer des options low cost pour concurrencer, comme les comptes en ligne de BNP Paribas ou la Banque Postale. Cependant, beaucoup de gens ne profitent pas de ces alternatives par habitude, une loyauté mal placée ou la peur de l'inconnu. Depuis 2017, le service de mobilité bancaire en France oblige les banques à faciliter le transfert de comptes, rendant le changement plus simple que beaucoup ne le pensent. Pour éviter ce piège, adoptez une approche proactive inspirée de la logique de Buffett. D'abord, consacrez 1 heure à examiner vos relevés bancaires des 6 derniers mois. Notez chaque frais, tenue de compte, frais de carte, commission pour opération, pénalité pour découvert. Par exemple, si vous payez 6 € par mois pour la tenue de compte, cela fait 72 € par an. Si votre carte Premium coûte 50 € par an, ajoutez 50 €. Le total peut vous surprendre. Ensuite, comparez votre banque actuelle avec des alternatives numériques ou traditionnelles, offrant de meilleures conditions. Par exemple, Boursorama Bank propose un compte sans frais de tenue et une carte gratuite si vous effectuez au moins une opération par mois. Troisièmement, évitez l'utilisation inutile de facilités de paiement avec intérêt. Si vous devez financer un achat, comme un appareil électroménager, envisagez un prêt personnel à faible taux plutôt que des paiements différés par carte, qui impliquent souvent des intérêts élevés. Enfin, simplifiez vos finances. Vous n'avez pas besoin de produits bancaires complexes ni de services premium que vous n'utilisez pas. Comme le dirait Buffett, vous n'avez pas besoin d'être brillant pour réussir financièrement. Il suffit d'éviter les erreurs stupides à répétition. Une autre stratégie consiste à négocier avec votre banque actuelle. Appelez votre conseiller bancaire et demandez s'il peut réduire ou supprimer certains frais, surtout si vous avez un bon historique en tant que client. Par exemple, certaines banques suppriment les frais de tenue de compte si vous domiciliez votre salaire ou maintenez un solde minimum. Si vous n'obtenez pas de réponse satisfaisante, envisagez de passer à une banque numérique. Ouvrir un compte chez N26 ou Fortuneo prend moins de 10 minutes depuis votre téléphone et vous pouvez tout gérer sans mettre les pieds dans une agence. De plus, beaucoup de ces plateformes offrent des outils de gestion de budget intégrés qui vous aident à suivre vos dépenses et à épargner plus facilement. L'impact de ces actions va au-delà de l'économie immédiate. En éliminant les frais inutiles, vous libérez des ressources pour des objectifs plus significatifs, comme un fonds d'urgence, un investissement dans votre éducation ou une expérience mémorable, comme un dîner dans un bistrot au cœur de Lyon. Vous réduisez également le stress financier, un facteur qui affecte la qualité de vie de nombreux Français. Dans un pays avec autant d'options bancaires, il n'y a aucune excuse pour continuer à payer pour des services qui pourraient être gratuits. La prochaine fois que vous consulterez votre relevé bancaire, posez-vous ces questions. Pourquoi est-ce que je paie cela? Est-ce que je l'utilise vraiment? Y a-t-il une meilleure alternative? En prenant le contrôle de vos finances,
vous suivrez l'exemple de Buffett et vous assurerez que chaque euro travaille pour vous, pas pour votre banque. 6. Médicaments de marque au lieu de génériques. Une différence de 10 € par ordonnance, répétée plusieurs fois par an, peut atteindre 200, 300, voire 500 €, de l'argent que vous pourriez consacrer à d'autres priorités, comme un fonds d'urgence, un cours de langue ou une expérience mémorable, comme une visite au château de la Loire. Pour éviter ce piège, adoptez une approche informée et proactive. D'abord, demandez à votre pharmacien s'il existe un générique pour chaque médicament que vous achetez. Comparez le prix sur le ticket ou dans l'application de votre mutuelle et vérifiez si la différence est significative. Par exemple, un générique pour un anti-inflammatoire peut coûter 4 € au lieu de 12 € pour la marque, soit une économie de 66%. Ensuite, consultez votre médecin si vous avez des doutes sur l'efficacité d'un générique. Dans la plupart des cas, il n'y a pas d'objection médicale et de nombreux professionnels prescrivent déjà en utilisant la dénomination commune internationale DCI pour encourager l'utilisation des génériques. Par exemple, au lieu de prescrire Doliprane, un médecin peut écrire paracétamol, laissant le choix au pharmacien. Troisièmement, éduquez votre famille sur les avantages des génériques, surtout si vous gérez les ordonnances de vos enfants, parents ou conjoints. Par exemple, si votre enfant a besoin d'un antibiotique pour une infection, le générique sera tout aussi efficace et plus économique, libérant des ressources pour d'autres besoins, comme du matériel scolaire ou des activités extrascolaires. De plus, considérez l'impact collectif de vos décisions. En France, le système de santé dépend de l'efficacité pour rester durable. Chaque fois que vous choisissez un médicament de marque sans raison médicale, vous augmentez la charge financière pour la sécurité sociale et en fin de compte, pour tous les contribuables. Choisir des génériques profite non seulement à votre portefeuille, mais contribue aussi à un système plus équitable et durable. Cette approche aligne vos décisions sur les valeurs de responsabilité sociale si importantes dans la culture française. Comme le dirait Buffett, l'argent bien dépensé est un investissement dans votre avenir. Dans ce cas, votre avenir inclut à la fois votre santé et votre stabilité financière, ainsi que celle de votre communauté. Il est également utile de réfléchir à l'impact psychologique du marketing pharmaceutique. Lorsque vous êtes malade ou préoccupé par votre santé, il est naturel de chercher le meilleur et les marques exploitent cette vulnérabilité émotionnelle pour justifier leur prix. Cependant, le meilleur n'est pas le plus cher, c'est le plus efficace et accessible. En choisissant des génériques, vous réduisez votre dépendance au marketing et développez une relation plus rationnelle avec la consommation, une compétence que vous pouvez appliquer à d'autres domaines, comme les vêtements, la technologie ou les services. Par exemple, si vous apprenez à remettre en question le surcoût d'un médicament de marque, vous commencerez aussi à questionner la valeur réelle d'une paire de baskets de créateur ou d'un abonnement premium que vous n'utilisez pas. En résumé, opter pour des médicaments génériques est une décision intelligente qui ne compromet ni votre bien-être, ni celui de votre famille. La prochaine fois que vous serez dans une pharmacie, que ce soit dans une petite rue de Grenoble ou dans une grande chaîne à Marseille, posez-vous ces questions. Y a-t-il un générique disponible? Est-ce que je paie pour l'efficacité ou pour une marque? Puis-je utiliser cet argent de manière plus efficace? En choisissant avec discernement, vous suivrez l'exemple de Buffett et vous assurerez que votre argent travaille pour vous, pas pour le marketing pharmaceutique. Ce réflexe protège non seulement votre budget, mais vous donne aussi le pouvoir de prendre des décisions plus conscientes dans tous les aspects de votre vie financière. 7. Abonnement à des magazines et applications. En France, où la technologie et la culture sont profondément entrelacées, les abonnements à des magazines numériques, des applications mobiles et des services de streaming sont devenus une partie intégrante de la vie quotidienne. Des plateformes comme Netflix et Spotify aux magazines numériques comme Le Monde, Libération ou Paris Match, en passant par des applications de fitness, de méditation ou de productivité comme Headspace,
MyFitnessPal ou Evernote, les Français sont abonnés en moyenne à 3 à 5 services numériques par personne. À première vue, ces abonnements semblent être un investissement raisonnable. Pour une redevance mensuelle allant de 5 à 20 euros, vous obtenez un accès illimité à du divertissement, de l'information ou des outils qui promettent d'améliorer votre vie. Cependant, cette commodité a un coût caché qui peut s'accumuler rapidement, se transformant en un piège financier qui vide votre budget sans que vous vous en rendiez compte. Imaginons Camille, une jeune professionnelle à Paris travaillant dans le marketing numérique. Elle est abonnée à Netflix, 13,49 € par mois, Spotify, 10,99 € par mois, Le Figaro numérique, 9,90 € par mois, une application de yoga, 7,99 € par mois, et un service de stockage en nuage, 4,99 € par mois. De plus, il y a quelques mois, elle s'est inscrite à une application d'apprentissage des langues pour 12,99 € par mois, pensant qu'elle l'utiliserait pour améliorer son anglais. Au total, Camille dépense 60,36 € par mois, soit 724,32 € par an, une somme qui aurait pu couvrir un cours de formation professionnelle, des vacances en Provence ou une réparation importante de voiture. Ce qui est plus préoccupant, c'est que Camille utilise à peine l'application de yoga, lit rarement Le Figaro car elle reçoit des nouvelles gratuites sur X, et l'application de langue n'a pas été ouverte depuis des semaines. Ce scénario est courant en France, où la facilité de s'inscrire à des services numériques combinée à la facturation automatique sur carte, fait que beaucoup de gens oublient ce qu'ils paient jusqu'à ce qu'ils consultent leur relevé bancaire. Le problème avec les abonnements réside dans leur nature furtive. Contrairement à un achat impulsif en magasin, où la dépense est immédiate et visible, les abonnements sont débités automatiquement, mois après mois, sans nécessiter votre attention active. Cela les rend faciles à ignorer. Surtout lorsque les frais sont faibles, 5 € ici, 10 € là. Cependant, en les additionnant, l'impact est significatif. Selon une étude récente, les Français dépensent en moyenne 600 € par an en abonnement numérique et plus de 40% admettent payer pour des services qu'ils n'utilisent pas régulièrement. Dans un pays où le coût de la vie, surtout dans des villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, est élevé, ces dépenses inutiles peuvent faire la différence entre épargner pour un objectif important ou vivre au bord de son budget. Les entreprises derrière ces abonnements sont conçues pour exploiter cette inertie. Les processus d'inscription sont rapides et simples, souvent avec un seul clic depuis votre téléphone, mais les résiliations peuvent être un défi. De nombreuses plateformes, comme certaines applications de fitness ou services de stockage en nuage, cachent l'option de résiliation dans des menus compliqués ou exigent que vous appeliez un service client. De plus, les essais gratuits, comme ceux proposés par Amazon Prime ou Disney+, sont conçus pour vous accrocher. Si vous oubliez de résilier avant la fin de la période d'essai, la facturation automatique commence sans préavis. En France, où la culture numérique est en plein essor, ce modèle d'affaires a prospéré et beaucoup de gens finissent par payer pour des services dont ils n'ont pas besoin ou qui pourraient être remplacés par des alternatives gratuites. Warren Buffett, avec son approche minimaliste et disciplinée, offre une leçon puissante pour aborder ce piège. Buffett est connu pour son aversion aux dépenses inutiles, même pour les petites choses. Il vit dans la même maison modeste depuis 1958, utilise un téléphone mobile basique et évite tout service ou produit qui n'apporte pas une valeur réelle à sa vie. À une occasion, il a déclaré « Si vous ne l'utilisez pas, vous n'en avez pas besoin, et si vous n'en avez pas besoin, ne le payez pas. » Cette philosophie est particulièrement pertinente pour les abonnements, qui sont souvent justifiés par l'idée que vous pourriez en avoir besoin un jour. Buffett n'évalue pas seulement la valeur de ses investissements, mais aussi celle de chaque dépense récurrente dans sa vie personnelle. Si un abonnement ne remplit pas une fonction claire et constante, c'est simplement une fuite d'argent. Dans le contexte français, ce piège est encore plus pertinent en raison de l'abondance d'alternatives gratuites ou à faible coût.
Par exemple, au lieu de payer pour un abonnement à Le Monde ou Le Figaro, vous pouvez accéder à des informations actualisées sur des plateformes comme X, France Info ou les applications de France Télévisions qui offrent un contenu gratuit et de haute qualité. Pour le divertissement, les bibliothèques publiques dans des villes comme Marseille ou Lille donnent un accès gratuit à des livres électroniques, des livres audio et des films via des plateformes comme Numilog ou Médiathèque. Même pour le fitness, vous pouvez trouver des routines gratuites sur YouTube ou dans des applications comme Decathlon Coach qui ne nécessitent pas d'abonnement. Ces alternatives sont non seulement plus économiques, mais vous permettent aussi de dépenser avec intention, en vous alignant sur la philosophie de Buffett. Prenons le cas de Julien, un étudiant universitaire à Nantes, qui a réalisé qu'il payait pour 3 services de streaming: Netflix, Amazon Prime et Canal+. En examinant ses dépenses, il a découvert qu'il utilisait régulièrement Netflix tandis qu'il gardait Amazon Prime pour les livraisons gratuites, bien qu'il n'achetait en ligne que 2 fois par an, et Canal+ pour regarder occasionnellement du football. En résiliant Amazon Prime, 49,99 € par an, et Canal+, 20,99 € par mois, Julien a économisé 301,98 € par an qu'il a consacré à un fonds pour un voyage d'études à Berlin. Cet exemple illustre comment une analyse minutieuse de vos abonnements peut libérer des ressources significatives pour des objectifs plus importants. Pour éviter ce piège, adoptez une approche systématique inspirée de la logique de Buffett. D'abord, faites un inventaire de tous vos abonnements. Consultez vos relevés bancaires des 3 derniers mois et notez chaque frais récurrent: streaming, magazine, application, stockage en nuage, etc. Additionnez le total mensuel et annuel et posez-vous la question: est-ce que j'utilise vraiment ce service? Vaut-il son coût? Ensuite, priorisez et éliminez. Si vous avez plusieurs plateformes de streaming, choisissez une ou 2 que vous utilisez fréquemment et résiliez les autres. Par exemple, si Netflix couvre vos besoins de divertissement, vous n'avez pas besoin de Disney+ et Amazon Prime en même temps. Troisièmement, cherchez des alternatives gratuites ou partagées. En France, de nombreuses familles partagent des comptes Netflix ou Spotify, divisant le coût entre plusieurs utilisateurs. Vous pouvez aussi profiter des bibliothèques publiques ou de services gratuits comme France.tv pour du contenu culturel. Quatrièmement, configurez des rappels pour les essais gratuits. Utilisez une application de calendrier ou une note sur votre téléphone pour résilier avant que la facturation automatique ne commence. Par exemple, si vous essayez une application de méditation comme Calm, notez la date de fin de la période gratuite et vérifiez si vous en avez vraiment besoin. Cinquièmement, revoyez vos abonnements tous les 6 mois. Vos besoins changent avec le temps. Une application de fitness utilisée pendant le confinement peut ne plus être pertinente aujourd'hui, ou un abonnement à un magazine commencé pendant les vacances peut avoir perdu son utilité. Cette révision périodique vous aide à garder le contrôle et à éviter les dépenses inutiles. De plus, réfléchissez à l'impact psychologique des abonnements. Beaucoup se sentent obligés de les maintenir par un sentiment d'engagement ou parce qu'ils pensent qu'ils les utiliseront un jour. Cette pensée est un piège. Si vous n'avez pas utilisé un service au cours des 3 derniers mois, il est peu probable que vous en ayez besoin. Le résilier libère non seulement votre budget, mais réduit aussi le stress de sentir que vous gaspillez de l'argent. Comme le dirait Buffett, l'argent que vous dépensez pour des choses inutiles est de l'argent que vous ne pouvez pas investir dans votre avenir. En éliminant les abonnements superflus, vous pouvez rediriger ces euros vers des objectifs plus significatifs, comme un cours en ligne sur France Université Numérique, un fonds d'urgence dans un compte d'épargne comme le livret A ou une expérience culturelle comme une visite au Louvre. En France, où la culture numérique est en plein essor, il est facile de tomber dans la tentation d'accumuler des abonnements. Cependant, l'abondance d'alternatives gratuites ou à faible coût signifie que vous n'avez pas besoin de payer pour tout. La prochaine fois que vous verrez un frais d'abonnement sur votre relevé bancaire, posez-vous ces questions.
Est-ce que j'utilise ce service régulièrement? Y a-t-il une alternative gratuite ou moins chère? Puis-je consacrer cet argent à quelque chose qui améliore vraiment ma vie? En répondant avec honnêteté, vous suivrez l'exemple de Buffett et vous assurerez que votre argent travaille pour vous, pas pour des entreprises qui profitent de votre inertie. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré 7 pièges financiers qui, bien que courants dans la vie quotidienne des Français, peuvent avoir un impact dévastateur sur votre stabilité économique s'ils ne sont pas abordés avec conscience et discipline.